Bienvenue à toutes et à tous dans ce mini-débat qu'en 20 mois qui se propose d'aborder l'équipe type du premier gouvernement de Patrice Talon II. L'exercice, je vous l'ai dit, sera fait par Laurent Roland Toninkes et Marc Goudjanon, le directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Bonjour Marc. Oui, bonjour Maurice, bonjour à Laurent. Et merci pour votre disponibilité. Aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Inutile de saluer encore Laurent, vous savez pourquoi. Celui qui est fanatique des femmes, justement. Ah oui, vous l'avez suivi? Ah oui, je suis. On a désormais un avocat des dames sur le plateau. Alors, je le disais tantôt, quand vous avez des Laurent, plateau, vos épouses vont vous récupérer proprement. Laurent Roland Toninkes, Marc Goudjanon, vous le savez, cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute et cela tombe bien sous le sens. Patrice Talon rempile. Patrice Talon rempile et sera investi, et cette fois-ci ce n'est plus Patrice Talon, mais plutôt le duo président et vice-président, Patrice Talon et Mariam Tchabi Talata. Le duo sera investi dans leurs prérogatives, dans leurs fonctions, le 23 mai prochain. Et puis après, ce sera bien évidemment la poursuite des différents chantiers enclenchés au premier mandat. Et pour le faire, il faut une équipe, je dirais, choc, une équipe de taille, comme il a su le constituer. Hein. Vous l'avez suivi lors de la présentation du PAG 1 ce vendredi 16 je crois, décembre 2016, si tout est juste dans ma tête. Hein. Vous avez suivi la prestation, la prestance et la qualité de cette équipe constituée par le chef de l'État, hein, des technocrates, des techniciens rompus, chacun dans son domaine, du cadre de vie aux finances, en passant par les affaires sociales, la jeunesse et autres. Eh bien, chaque élément était dans son domaine et l'ont prouvé, ces éléments l'ont prouvé justement pendant ces 5 ans, ce premier mandat. Alors maintenant, quelle équipe type pour ce, je dirais, premier gouvernement de Patrice Talon II? C'est l'exercice le plus délicat auquel nous sommes confrontés ce matin. Nous allons commencer d'abord par revisiter l'équipe en place, pas en place, ou je dirais l'équipe sortante, parce que il n'est pas dit qu'il remerciera tout de go le gouvernement sortant. Il se peut que certains soient reconduits. Il se peut qu'ils reconduisent même ce gouvernement dans son intégralité. Qui sait? Enfin, écoutez, on avance des hypothèses. Et s'il le faisait, vous aurez beau analyser, vous aurez beau... Comme il a dit, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien. Alors, donc, il peut bien évidemment reconduire l'équipe sortante. Mais maintenant, voyons déjà les chances pour quelques éléments de cette équipe de rester ou de sortir. Laurent Roland Toninkes, Marc Goudjanon, on va démarrer par l'équipe en place. Quelle chance pour qui de rester ou pour qui de sortir, selon vous? Merci beaucoup, Loris. D'abord, je voudrais... Vous me direz qu'il y a les indéboulonnables. Bien sûr. Il faut dire que... Les immuables. Il faut dire que dans le gouvernement de Patrice Talon, il y a des éléments dont il ne peut s'en défaire de sitôt. D'accord? Parce que, tel que vous l'avez remarqué, le gouvernement, c'est tout un processus de continuité qui doit se faire actuellement. Parce que c'est des gens avec qui il a l'habitude de travailler, dont il connaît le pragmatisme, d'accord? Et il va vouloir toujours continuer avec ceux-là pour pouvoir maintenir son dynamisme dans le travail. Alors pour le faire, je ne me vois pas, Patrice Talon par exemple, me séparer d'un certain Romuald Wardani. C'est pas évident, d'accord? Et nous avons vu également d'autres ministres qui étaient vraiment actifs, d'accord, aux côtés du chef de l'État, que ce soit au niveau de leur portefeuille ministériel et également sur le terrain politique. C'est des ministres qui étaient vraiment polyvalents au niveau des deux volets. Donc, c'est des ministres qui avaient vraiment de grands atouts que Patrice Talon a su exploiter et c'est pas évident qu'il va se séparer de ceux-là de sitôt. Et il faut remarquer que on n'espère pas, moi, en ma personne, je n'espère pas un grand changement pour le nouveau gouvernement que Patrice Talon mettra en place. Je n'espère pas un grand changement. Tel que je l'ai dit, c'est cette équipe qui a conduit l'homme aujourd'hui à l'étape où nous sommes. Et donc, pour pouvoir
permettre de continuer avec les réformes qui sont en cours et qui ne sont pas encore terminées, il faudra quand même que ceux-là qui ont eu à bien connaître certains dossiers puissent continuer quand même à le faire à un niveau donné. Mais il faut remarquer également qu'il y a des postes ministériels qui peuvent être changés sans incidence majeure sur le bon déroulement du gouvernement. Et ces portefeuilles ministériels, je crois que c'est à ce niveau-là peut-être que le chef de l'État va pouvoir demander à changer certains ministres, par exemple. Au niveau... Je peux vous faciliter l'exercice, je peux vous en proposer quelques-uns rapidement. Hein, qui seront maintenus ou bien qui seront... Non, moi je propose et on en décortique ensemble. Donc pour ceux qui peuvent être maintenus, comme j'ai donné l'exemple du ministre Romuald Wadani, par exemple. Les imperturbables. Oui, les imperturbables. Il y a Biotchane également, il y a le ministre d'État. Je compte également sur le jeune ministre Romeki, que je pense qu'il va être maintenu également aux côtés du chef de l'État. Et également le ministre Tonanto, d'accord, Bénochi, oui, affaires étrangères également. Bon, affaires étrangères, je me dis à ce niveau, le chef de l'État, il peut faire quelques changements. Mais il fait partie des super ministres. Hein, Bon, super, mais ça dépend de celui qui fait, celui qui voit. Voilà. C'est réglé. Ah, voilà. Là est l'autre question. Voilà, parce qu'on peut estimer qu'il peut être mieux mis en valeur, peut-être ailleurs, et qu'on pourrait peut-être mettre d'autres personnes là pour pouvoir rehausser l'image diplomatique du Bénin. Il faut dire que l'image diplomatique du Bénin a une mention passable aujourd'hui. Donc du coup, il faut quand même lever un peu le niveau au niveau des affaires étrangères. Vous entendez, vous attribuez là une mauvaise note au... Oui, elles n'ont pas été totalement une passable, donc c'est la moyenne. C'est la moyenne, juste quoi. Donc, ce qu'il faut pour ne pas mourir. Oui, donc on peut encore trouver quelqu'un qui peut mieux faire à sa place. Donc, et le garde des Sceaux, que dit? C'est vrai que non. C'est vrai que non. C'est vrai que non, il faut dire avant d'être garde des Sceaux, c'était déjà quelqu'un qui était proche un peu du chef de l'État et après il a été là. Mais il ne faut pas oublier que son poste n'est pas immuable. On peut le changer, parce qu'il y a le chef de l'État est entouré de très grands cadres, d'accord, qui ont beaucoup de connaissances, autant que Séverin Kenom, au niveau de la justice. Donc du coup, on peut trouver un bon remplaçant pour Séverin Kenom, dont je ne peux pas dire qu'il est Mais c'est à voir si tout de suite il y a le bon remplaçant. Mais ce qui est bon dans les agissements du chef de l'État, c'est que même à un moment donné, lorsqu'il voit que vous êtes bon à ses côtés, même quand il vous enlève de là, il vous trouve quelque part pour que vous puissiez continuer. Ça date de l'ancien régime. Il vous travaille avec lui, il vous peut-être au convertit en niveau de chargé la de mission. présidence. Il vous convertit en chargé de Les mission. gens ont été sautés ministres, mais continuent de travailler aujourd'hui. Romuald Wadani, vous avez dit, vous le hissez dans le lot des indéboulonnables, des imperturbables. Alors, Laurent va proposer également d'autres ministres. Venons à l'intérieur. Non, déjà, le risque d'avoir, il faut déjà dire qu'on annonce déjà, on apprend déjà que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la décentralisation, les deux là vont retourner à l'Assemblée nationale pour retrouver leur poste. Déjà, c'est rien de perdu pour eux. C'est des bruits de couloir. Oui, on apprend, j'ai dit. Donc, c'est pas confirmé. Mais s'ils retournent à l'Assemblée, ils n'ont rien perdu. D'ailleurs, ils n'ont rien vendu au peuple béninois pour espérer à tout prix qu'on les paye. De toute façon, maintenant, moi, je crois que pour parler de remaniement pour Patrice Talon aujourd'hui, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Les facteurs, pour moi, c'est regarder le côté technique et le côté mobilisation des masses sur le terrain. Quand on regarde un certain nombre d'aspects sur le terrain en termes de mobilisation pour les élections communales passées, les élections et les élections présidentielles, il y a que, rien que pour les résultats sur le terrain à un moment donné, il y a des gens qui d'office on doit dégager du gouvernement parce qu'ils n'ont pas produit de résultats. Oui, mais il faut dire que ce facteur n'a pas été pris en compte dans la constitution du premier gouvernement. Attendez, oui. Vous le savez. Non, Patrice Talon mise plus sur la compétence que sur... Non, écoutez, c'est parce que à l'époque, Patrice Talon est venu dans un système où, en fait, à un moment donné, toute la classe politique était contre lui. N'oubliez pas que tous les acteurs politiques, la plupart des députés et autres, avaient soutenu d'autres candidats. Patrice Talon était pratiquement avec un ou deux. Et donc, dans ces conditions, il n'était pas redevable vis-à-vis de qui que ce soit. Maintenant, en tant que bon pragmatique, homme dynamique sur le terrain qui veut travailler, c'est qu'il est allé chercher les compétences. Mais ces compétences proviennent de certaines localités. Je prends à tout hasard Porte-Nouveau. Jean-Claude Donat-Oussou, qui est un cadre émérite, il a prouvé ses compétences à la tête du ministère de l'Énergie. On a vu les résultats
aujourd'hui, il faut être honnête et dire qu'il a fait du bon travail là. Mais sur le terrain politique, il n'y a pas eu de résultat. Malgré tout ce qu'il a pu faire comme effort sur le terrain. On l'a vu tout le temps mobiliser les jeunes. On l'a vu faire des actions sociales dans Porte-Nouveau. Malgré tout, ça n'a pas accompagné les résultats politiques. On a vu Adiatou Matisse, à qui Patrice Talon a accordé encore une chance d'être ministre, qui était ministre sous Boni Yahi. Mais sur le terrain politique, les Porte-Nouviens ont toujours dit niet à Adiatou Matisse parce qu'il n'y a pas eu de résultat politique. Mais quand vous regardez de l'autre côté... Ce que vous appelez résultat politique, c'est la mobilisation de masse. C'est l'adhésion de sa base. Les résultats dans les urnes pour les élections communales. On a vu que malgré tout, le PRD... Donc vous pensez que ce sont des facteurs qui peuvent définir en quelque sorte... C'est pourquoi il y a deux aspects. Il y a le facteur politique sur le terrain et le facteur technique. Donc il y a des gens, certains de ces ministres qui seront rachetés parce qu'ils ont été compétents pendant les 5 ans et parce qu'on a besoin d'eux. Mais il y a des gens qui, à côté de leurs petites compétences, n'ont pas été pour autant efficaces pour apporter... Pourquoi parlez-vous de petites compétences? Non, mais écoutez, c'est une manière de parler, c'est dit, à côté de leurs compétences, n'ont pas pu apporter des résultats politiques sur le terrain. Et quand vous regardez, par exemple, il a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure d'Oswald Meki. Au-delà de tout, il a apporté des résultats probants à la tête du ministère des Sports. Et également sur le terrain politique. Et justement, et quand vous regardez tout le coup faux, des ministres de ces régions ont de fortes chances de revenus parce que non seulement du côté de point de vue technique, on produit des résultats, mais sur le terrain également, on a vu qu'ils étaient en phase avec le peuple. Le peuple les a suivis. Bon, certains ministres ont surfé sur la vague justement des politiciens ou des cadres locaux qui ont su mobiliser la base. Quand vous êtes par exemple ministre par exemple dans la zone de Dakwesosou, c'est que vous allez forcément faire de bons résultats, mais pas forcément parce que vous avez de la côte. C'est un exemple que je vous donne. Qui vous dit que Dakwesosou a la même côte qu'il avait il y a 5 ans? Ben, il continue de le prouver. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Est-ce que vous savez, Dakwesosou a travaillé à Lokossa, mais je vous informe ce matin que c'est vrai qu'un homme a mouillé le maillot à Lokossa. Moi, j'étais à Lokossa, j'ai vu... Non, ce n'est qu'un exemple. Je pourrais vous en donner bien d'autres. Donc, pour vous dire quoi, ce n'est pas... Il y a des acteurs, nous avons tendance à attribuer des résultats tout le temps. Et c'est pourquoi je dis une chose. Ceux dans les localités où il y a des maires ou des députés qui n'ont pas de résultats, moi, je n'ai pas eu peur de frapper fort sur eux pour dire attention, ils n'ont pas été compétents, ils n'ont pas donné de bons résultats. Donc, il ne faut pas attribuer les résultats à un seul acteur politique. C'est tous les acteurs politiques. Laurent Tonenquès, revenons à notre exercice. Et parlons par exemple deux facteurs selon vous définissent. Parlons aussi de la ministre des Affaires sociales, qu'on a vu ces derniers temps sur le terrain. Elle a mouillé le maillot sur le terrain technique pour donner les résultats, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout des couches défavorisées. Elle a tellement travaillé et dans son département fait partie des départements qui ont donné les meilleurs scores à l'élection présidentielle. Donc, il y a ces facteurs qui peuvent... Pour appuyer ce que vous dites, Laurent Tonenquès, il y a un constat quand même qui devrait quand même être relevé, Magoudianou, Laurent Tonenquès. Reconnaissons quand même qu'il y a eu rien que des techniciens rompus dans le premier gouvernement de Patrice Talon, mais de beaux instrus sur le terrain aussi. Oui, il y a des intrus sur le terrain, Je prends à tout hasard la ministre du Commerce qui, pour moi... Des intrus, presque inconnus. La ministre du Commerce qui a été nommée et qui, au lendemain de sa nomination, les cadres de Djougou qui sont à Calavi ont fait une déclaration pour dire qu'ils ne la reconnaissaient pas. Il y a ce cas, par exemple. Et donc, de ce point de vue, quand on regarde quelqu'un comme ce ministre, elle a fait son temps, je crois qu'elle pourrait laisser sa place à quelqu'un. Il y a le cas Arissou aussi. Non, mais Arissou qu'elle a remplacé. Donc, pour dire que, en fait, il y a des ministres qui vont rester parce que non seulement ils ont montré des résultats sur le terrain politique, en mobilisation, et pour le taux de participation et autres, mais que au niveau de leurs résultats, de leur travail, au niveau du poste ministériel, ils ont eu des résultats également. Donc, ça va être difficile de se défaire de ceux-là. Mais il y a des gens qui, au-delà de leurs compétences, à un moment donné, parce que 2026 commence maintenant. Et donc, Patrice Talon, même en voulant mettre des compétences, doit pouvoir faire attention sur ce genre de choses. Il y a des ministres à qui on a du mal à attribuer des zones. Ah oui? Oui, il y a des ministres à qui on a du mal à attribuer des zones. Et je me demande des circonscriptions électorales. Et ces ministres, c'est peut-être miser sur leurs compétences pour les laisser autrement. On va devoir se séparer. On poursuit l'exercice. Oui, je voulais revenir rapidement sur ces cas des ministres-là qui travaillent aujourd'hui avec le chef de l'État, mais qui sont presque inexistants sur le terrain politique, par exemple. Ce sont eux que vous appelez les intrus. Les intrus, bon, je ne vais pas les appeler d'intrus. Bon, on peut les qualifier également dans leur localité. Quand on veut parler d'intrus, par exemple, dans leur localité, je vais donner un exemple.
c'est un ministre qui a donné un très bon résultat sur le point de vue technique, surtout avec la gestion de la crise de la Covid-19. Je veux parler de Nkouati. Nkouati a été très technique, il a bien travaillé pour son département jusque-là, mais sur le terrain politique, c'est quelqu'un qui n'existe même pas. On lui a attribué la 6e. Voilà, mais il n'existe pas. Moi, je suis dans la 6e, Laurent. Toi, si tu es dans la 6e, mais Nkouati n'existe pas dans la 6e. Il serait de Glo. Exactement, il est de Glo, mais politiquement, il n'existe pas. C'est quelqu'un qu'on ne voit même pas du tout sur le terrain politique. C'est maintenant que lors de ces élections, par exemple, qu'on l'a peut-être vu peut-être une seule fois, peut-être en passant. Sinon, généralement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politique. Et moi, je ne l'ai jamais d'ailleurs connu politique. Et puis, quand il a occupé son poste ministériel, je savais qu'on l'a mis là juste pour ses qualités techniques. Ça n'avait rien à voir pratiquement avec la politique. Mais dès que tu as des qualités, il faut dire aussi que la proposition peut venir d'un homme politique. D'accord? La proposition de te mettre là peut venir d'un homme politique. D'accord? Mais ça peut être le fait que tu ne sois pas trop actif sur le plan politique, sur le terrain, mais en réalité, on voit en toi un élément non incontournable. Donc, là, un élément incontournable. Donc, du coup, on fait appel à tes compétences. C'est comme le cas du ministre Nkouati, par exemple, qui peut être reconduit également, malgré qu'il n'ait pas fait beaucoup d'avancées sur le plan politique, sur le terrain, mais il pourrait être maintenu, compte tenu des résultats qu'il a obtenus, surtout quand on prend sur le plan de la gestion de la Covid, voilà, du plan de Covid. Donc. Mais il y a également ceux qui travaillent également au niveau des sous-cellules, d'accord, de chaque département ministériel au niveau de la présidence, par exemple. Il y a peut-être des gens qu'on ne connaît pas, d'accord, mais qui travaillent pour l'amélioration de la rentabilité au niveau de chaque ministère, mais qui travaillent dans l'ombre au niveau de la présidence qu'on ne connaît pas, d'accord, et qu'on va voir. Vous parlez des chargés de mission, les unités présidentielles de suivi. Exactement, les unités présidentielles de suivi, surtout. Le bureau d'analyse. Le bureau d'analyse, d'accord. Peut-être il y a des cadres qui sont très compétents là, et c'est peut-être eux qui font le plus grand travail, d'accord. Et n'oubliez pas que ce que font les ministères aujourd'hui, c'est tout part de là, exactement. Tout part de là. Ceux qui mettent en place la politique de développement, les stratégies, tout part de là-bas. Et donc, les ministères ne font que mettre en œuvre ce qui est prévu de l'autre côté de la présidence. Donc, à un moment donné, on pourrait voir... Incontournable, Johannes Dayan. Qui peut devenir ministre. Non, je pense qu'il a mieux. Je pense qu'il a mieux à faire. Non, là où il fait mieux, mais... Je pense qu'il est suffisamment bien occupé là où il est. On peut lui confier d'autres postes ministériels, non, je ne pense pas. Donc, aussi, ça ramène à la question de dire que quand on parle des postes ministériels, ne déduisons pas d'abord tout de suite que ce sont forcément ceux qui apportent plus de valeur ajoutée au gouvernement, mais il y en a qui sont là, qui apportent même plus de valeur ajoutée au gouvernement, c'est-à-dire au fonctionnement du pouvoir d'État, que même les ministres en question. Oui. Parce que moi, j'avais parcouru, un instant rapidement, Laurent, moi j'avais parcouru quelques ministères où j'ai pu travailler à un moment donné. J'ai constaté que finalement, si vous ne savez pas faire, c'est les directeurs de cabinet et les directeurs de cabinet qui font même le maximum du travail qui doit être fait. Donc ça veut dire qu'en réalité, même généralement, le plus grand travail, ça se fait en amont d'abord. Il faut aussi dire que des ministres ont été nommés à l'époque, quand il y avait eu remaniement technique, que des gens avaient été nommés juste pour régler un problème politique dans le temps. Oui, donc ces ministres n'ont pas pour autant assez de chances de revenir, parce que le problème pour lequel ils avaient été mis là, le problème, on a dépassé ce problème, il faut régler le problème. Je ne vais pas citer de noms, mais je crois que ces ministères, tout le monde les connaît. Donc, au-delà de tout. Et il y a d'autres ministères. Je crois qu'au niveau de ces postes ministériels, il va falloir changer certaines têtes, parce que des gens qui sont devenus pratiquement, excusez le terme, qu'on n'a pas vu pratiquement pendant 5 ans, l'ombre d'eux-mêmes. Dans l'ombre d'eux-mêmes, et je crois que n'eût été la politique gouvernementale mise en place, c'est que, est-ce qu'ils auront vraiment la capacité de faire quelque chose? Mais puisqu'ils répondent à certaines exigences politiques, on les a maintenus. Donc, ce n'est pas évident que Patrice Talon les reconduise. Mais ceux qui ont produit les résultats, il faut le dire. Je prends le cas du ministère de l'Agriculture, qui a eu des avancées, a ces résultats. Je pense aussi à José Didier Tonanto. Tonanto qui est resté discret, c'est vrai aussi, mais qui est très efficace. Et Dossoui qui ne parle pas beaucoup, mais qui est sur le terrain, dans les champs. Mais Dossoui qui même avant ce gouvernement, a fait ses preuves. À ses preuves. Donc, maintenant, vous savez, moi je m'amuse à dire,
en dehors de ses compétences, il y a d'autres compétences. Donc c'est ça. Le ministre de l'eau également, à Gambie. Oui. Donc il y a quelques, en interne au niveau des formations politiques qui accompagnent Patrice Talon, qui soutiennent Patrice Talon. C'est peut-être là qu'on peut avoir des problèmes parce qu'il y a d'autres qui brûlent l'envie. Qui lorgnent aussi ces postes ministériels parce qu'ils estiment qu'ils ont les compétences. Et donc, il va falloir que Patrice Talon leur fasse aussi confiance. Et on va en venir, c'est la dernière partie, c'est la dernière partie de l'exercice. Justement, on va venir. Quand on aura la partie la plus intéressante. Oui, quand on aura vidé. Quand on aura vidé, justement. Alors, donc, je proposais pêle-mêle on a revisité pêle-mêle des noms. Adja Toummatis, vous avez dit affaires sociales, santé. Oui, on n'a pas parlé de l'honneur, il a des camps. Mais le ministre Kako, voilà un ministre que moi, j'aurais vraiment voulu que. Qu'on fasse partie du gouvernement, honnêtement. Le ministre Kako... Mais quoi vous a-t-il fait? Non, il m'a rien fait de façon personnelle. Mais moi, je dis au niveau du département... Non, pas du tout. Au niveau du département, au niveau de son département, c'est-à-dire au niveau de son ministère, vraiment, c'était la catastrophe. Je vous assure. Donc, en quel sens? Non, au niveau des... Vous avez vu les réformes qu'on a mises en place au niveau de l'enseignement. Allez voir au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a tellement de plaintes au niveau de l'enseignement. Secondaire ou non, je parle de l'enseignement supérieur. Supérieur, c'est Yaïla Alécan. Yaïla Alécan, plutôt. Maintenant, quand je parle de l'enseignement secondaire, par exemple, et que vous prenez, lorsqu'on a mis les réformes en place avec le système comment on les appelle, les aspirants, avec le système des aspirants, avec tous les problèmes que cela a créé, et ça continue de créer jusqu'à aujourd'hui. Oui, je crois qu'à ce niveau-là, oui, c'est chaque réforme comporte une dose de mélancolie. Moi, je l'appelle affectueusement, bon, on ne se connaît pas, mais le ministre a décret abrogé. Parce que à plusieurs reprises, il a pris des décrets, pas décrets, des arrêtés, pardon. Oui, des arrêtés qui ont été abrogés, pas une seule fois, pas deux fois. Donc, maintenant, au niveau de l'enseignement secondaire, il faut oser le dire, c'est vrai que ça ne marche pas. Les aspirants ont crié. C'est vrai qu'on a fini par trouver une solution. Mais est-ce que Patrice Talon va se séparer de Marouillon Kako? D'autres pensent. D'autres personnes disent qu'il y a d'autres considérations. Voilà, exactement. Et rien que pour ces considérations, on peut le maintenir. Des considérations qui dépassent celles prises en compte par Makou Diallo. Voilà, donc pas évident. Ce qui est sûr, s'il mérite d'être avec Patrice Talon pour les 5 prochaines années, il sera là. Ce n'est pas nous qui décidons, nous faisons peut-être une analyse ici. Eh oui, et on ne pourra pas revisiter tous les ministres. Je crois qu'il y a aussi Jean-Michel Abimbola qui depuis qu'il est arrivé, vous savez, le ministère de la Culture, pour moi... Ça fait quelque peu discret, vous voulez dire? Non, on pourra le disculper par la crise de la Covid-19. Est-ce que le ministère de la Culture, lui, a beaucoup de leviers? C'est un aspect. Moi, je dis une chose, on est dans notre rôle, on dit ce qui est. Le ministère de la Culture, il y a beaucoup de structures qui devaient être sous le ministère de la Culture, mais qui sont rattachées aujourd'hui directement à la présidence de la République. Du coup, Abimbola, au niveau du ministère de la Culture, n'a pas grand-chose à gérer au niveau du portefeuille ministériel. Vous dites qu'on lui a confié une sorte de coquille vide? Non, pas coquille, je ne veux pas dire ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne les réformes par rapport au niveau de la culture et du tourisme, c'est lié confié à des agences qui sont rattachées directement à la présidence de la République. Donc, rien que pour ça, c'est difficile de voir l'efficacité pour autant de Abimbola sur le terrain. Mais toujours est-il qu'il était député, il a laissé son poste à l'Assemblée nationale et la constitution qui a été révisée leur donne la chance de retenir l'Assemblée nationale. Laurent Roland Torinkes, pardon, on va finir avec le fils de l'autre, Modeste Kérékou, qui après les déboires et sa popularité mise à l'épreuve avec l'épreuve Reky Amadougou et tout, le chef de l'État voudra-t-il encore le reconduire avec tous ces, je dirais, ennuis en instance? Je crois que Modeste Kérékou a peut-être de fortes chances de revenir. Avec tout ce qui s'est passé. Voilà un autre qui a encore d'autres liens, au-delà de ce qu'on peut considérer avec Patrice Talon. Donc, est-ce qu'on va se contenter de ça pour le remercier, on va tenir compte de ça pour le contenter une fois encore? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'au niveau de l'emploi des jeunes, je crois, rien n'a pratiquement bougé pour moi.
Ça, il faut le dire. Vous avez bien dit pour vous? Oui, mais ça n'a rien, rien n'a changé pour moi. Et pour moi, quand vous regardez le chômage des jeunes, on nous avancera des choses. Et l'autre ministre aussi, que moi je pense que est plus ou moins pas évident qu'il revienne. Remerciable. Remerciable. Et pour moi, il faut parce qu'il va dans tous les sens. Alain Orunla. Ah ben non, ça je ne partage pas votre avis. Non, moi je partage vraiment. Nous sommes journalistes. Il est notre ministre de tutelle. Nous on dit ce qu'on pense. Ce sera peut-être le seul point sur lequel on ne sera pas d'accord. Non, mais pour moi, c'est le ministre que moi je recommanderais. Non. Je recommanderais au chef de l'État. Il va dans tous les sens, il aborde tout, il dit tout. Alors qu'en réalité, il est censé modérer et soigner son discours. Et vous savez ce que comporte son On n'a portefeuille. pas besoin d'aborder tous les sujets, d'aller dans tous les sens pour faire plaisir à un chef. Et je crois que Patrice Talon même n'est pas demandeur de ce qu'on a vu ces derniers jours. Je crois. Mon intime conviction me dit Patrice Talon n'est pas demandeur. Mais ne pas reconnaître ses efforts, mais je pense quand même que c'est un peu plus acerbe. Patrice Talon, bon discret, je crois que au-delà de tout, Alain Orunla va dans tous les sens. On a besoin, au fait, pour son poste ministériel, on a besoin d'un homme vraiment posé. Dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, un homme vraiment posé. Non, mais là, des communications. Mais vous voyez ces communications. Le directeur de la communication de la présidence, vous le suivez? Bien sûr. Il aurait fait mieux, mais Alain Orunla. Non, mais c'est deux rôles différents. Oui, je sais, mais c'est pourquoi je dis. Évitons la comparaison pour ne pas. Non, on ne fait pas une comparaison. Malheureusement, au niveau des deux postes, il n'y a que les intérêts, je dirais, il y a, pour moi, parce que le directeur de la communication de la présidence parle au nom de la présidence qui est le gouvernement, pratiquement. Exactement. Et donc, le porte-parole du gouvernement fait le même exercice. Donc, à un moment donné, c'est que ne me dites pas que c'est différent, qu'ils ont fait une comparaison. Il y a une complémentarité entre le travail. Le problème, c'est que il faut reconnaître la délicatesse des sujets abordés ces dernières semaines par Alain Orunla. Et il faut reconnaître qu'il faille y avoir de coffre, qu'il faille aborder ces sujets avec tact. Et c'est l'exercice qui lui a été confié. C'est plus qu'une patate chaude. Et il faille avoir, je dirais, la trempe d'un Alain Orunla pour tenir. Quand vous remontez la chance qu'il a, de la période de réduction de compte, la chance qu'il a, pas honneur pour sa personne, Patrice on peut le reconduire. Parce que si Alain Orunla a sauté du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas bien pour lui-même, parce qu'il sait que ce serait une descente aux enfers. Lui qui a été avocat. Non, ce n'est pas un chômeur. Il n'est pas un chômeur. Vous parlez de descente aux enfers. Non, ça dépend, mais pour les affaires. Je vous dis. C'est le dernier des chômeurs. Alain Orunla. Mais je m'étonne de voir Loris ce matin très défendant d'Alain Orunla. Non, c'est un avocat. Alain Orunla, à un moment donné, a une image chez le Béninois lambda. Avocat de Komikoutier, avocat de Sébastien Adjavon, avocat de Martin Rodriguez. Ça, c'est l'Alain Orunla. Attendez. Mais avocat de tout cela, qu'un jour on voit ministre de Patrice Talon. Alors qu'à l'époque, il était avocat de Non, on ne confirme pas du tout. Avocat de tout cela, qu'on voit jour un matin débarquer au gouvernement, et avec ce qu'il fait et ce qu'il a fait à un moment donné, qui, dans une certaine mesure, a eu des effets sur son image, c'est-à-dire l'enlevé du gouvernement, je dis peut-être pour être, pour moi, une descente aux enfers. Et ce serait même la seule raison peut-être pour laquelle peut-être on va le maintenir. On va lui pas démarcher seulement. Donc quand on dit descente aux enfers, c'est un peu entre griffes, ça ne veut pas, c'est pas au sens littéral. Il va perdre des clients, il va perdre des marchés, certes, mais pas descendre aux enfers, c'est pas un chômeur. Ça, je partage pas cet avis de Roland Toringuez, ça il faut le dire. Et moi je reconnais ses efforts. Descente aux enfers. Il a peut-être fait des erreurs, peut-être de communication, vous pouvez le dire. Exactement. Vous êtes des spécialistes, mais ne dites pas qu'il n'a pas fait des efforts. C'est de ça qu'on parle. Mais écoutez, Alain Orunla, ces dernières semaines, a traité des dossiers délicats. Délicat, en parlant de terrorisme. Ça, c'est important. En parlant de terrorisme. Des dossiers délicats. Et en communiquant sur ces sujets-là, de quelle façon? En traitant les compatriotes de terroristes, c'est ça le sujet délicat? On finit en 2 secondes. Roland Toringuez, Magou Dianou. La dernière partie du sujet, c'est quelle part du gâteau pour les partis ayant soutenu le chef de l'État? Bon, sur cette question, moi, je ne vais pas beaucoup traîner. Il faut remarquer que beaucoup... Je vais parler des principaux tous ces partis qui ont soutenu... PRD, oui, Martin Toïsset, 2 secondes, s'il vous plaît. Beaucoup de tous ces partis qui ont soutenu le chef de l'État, d'accord, ils s'attendent toujours à être remerciés. Mais ça ne serait pas dans l'immédiat, je suis très sûr.
parce que à vouloir remercier tout le monde, vous voulez faire attendre encore? Oui, à vouloir remercier tout le monde, Patrice Talon risque de passer à côté de la réalisation de son programme d'action. Il y a 24 postes ministériels. Je crois qu'il y en a, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et je l'ai dit, en 2016, au premier tour, Patrice Talon a eu 700 000 voix. Au second tour, au premier tour des élections en 2021, il a eu 1 900 000 et quelques voix. Cela suppose que ça fait pratiquement le triple. Cela suppose que cette formation politique, dans une certaine mesure, ont apporté quelque chose. Oui. Et donc, par conséquent, ce serait bien de les accompagner, de les s'appuyer à la table du roi. Très bien, très bien. Mais que ces formations politiques n'oublient pas aussi que très tôt appelées à la table du roi, elles peuvent très tôt aussi être remerciées. Oui, on a vu avec, les éléments d'Adjavon qui sont partis et quelques temps après. Donc, à défaut de venir travailler aussi à la table du roi, ils peuvent manger à la cuisine. N'est-ce pas? Et bien manger. Et mieux manger que ceux qui sont à la table du roi. Bon, il y a 24 postes pour 5 formations, je crois. Moi, le BNPRD, UDBN. Donc, c'est dit, on peut ne pas être ministre et être bien logé. Exactement. C'est très important. Merci, les décisions. On n'a pas eu le temps qu'il faut pour décortiquer les autres pans. Mais je n'ai pas été d'accord pour la non-reconnaissance du sacrifice, de l'effort de certains ministres par le gouvernement, surtout celui de Alain Ouroula. Nous avons émis nos avis. Et surtout le travail intellectuel, il faut saluer le travail intellectuel. C'est un travail intellectuel que fait ce monsieur. Merci. Bonne journée, Laurent. Chacun fait son travail bonne journée, Marc. Nous avons fait notre ce matin. Et évitez de confondre l'avocat au ministre. Nous avons fait notre travail. Les deux vont ensemble pour lui. Il est politique maintenant. Nous avons fait aussi notre travail intellectuel ce matin. Parce que l'avocat fait la plaidoirie et c'est ça que Laurent Ouroula aussi fait avec le gouvernement.